Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Un guérisseur ce soir, un guérisseur qui fait des soins à distance, qui fait aussi du rééquilibrage du corps physique à distance. Il s'appelle Laurent Guérison, nous l'avons par téléphone puisqu'il habite assez loin, il nous dira où d'ailleurs. Il est guérisseur, énergéticien, éveilleur et aussi éleveur de chevaux. On va tout de suite l'entendre sur cette antenne. Il a découvert après des années de pratique de guérison que toutes les personnes, 99,99% sont tordues et vrillées dans leur corps, ce qui entraîne de nombreux maux. Laurent Guérison, bonsoir. 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 Alors, vous êtes vers, je l'ai noté quelque part, vers Saumur. Oui, à Varennes-sur-Loire. D'accord. À 10 de Saumur à peu près. Au bord de la Loire. Ah, vous êtes bien là-bas, hein. Oui, c'est pas mal, c'est agréable. Alors, vous venez d'une famille d'ingénieurs, vous avez fait une école de commerce et vous avez ensuite créé beaucoup de start-up, on peut dire, dans des nouvelles technologies. Puis à un moment, vous avez fait le saut de revenir un peu plus dans la nature. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé petit à petit, de manière assez... pas forcément voulue d'ailleurs, et pas subie pour autant. Ce sont des choix de vie petit à petit qui nous sont dirigés, moi et ma femme, vers embrasser la passion qu'elle avait, qui était les chevaux. On vivait en région parisienne et au début, c'était un peu compliqué d'avoir des chevaux en région parisienne et on s'est déplacé à côté du Cadre Noir à Saumur pour faire sa formation, tout simplement. Et on a aimé la région et on s'est installé dans la région, tout simplement. Oui, donc c'est votre femme qui finalement a fait cette formation de Cadre Noir, qu'elle a terminée. Après, vous avez acheté des chevaux. Comment ça s'est passé ? En fait, on était en région parisienne et c'était la période de la crise, de la bulle Internet qui s'écroulait. J'avais des sociétés, moi, c'était le bon moment aussi de changer, de voir un peu autre chose. Et je m'avais trouvé la formation au Cadre Noir à Saumur. Elle est américaine d'origine et je l'avais trouvé la formation pour les étrangers au Cadre Noir à Saumur. Et en fait, tout simplement, je lui ai proposé de continuer mon activité, mais en faisant des allers-retours sur Paris et de vivre avec elle à Saumur. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et on s'est mariés ensuite, après son année à Saumur en 2003. Et l'argent qu'on avait pour faire le voyage de noces, on l'a utilisé pour acheter un cheval et c'est comme ça que ça a démarré. Alors ce cheval, on en reparlera un peu plus tard. Donc après, donc vous n'avez pas qu'un cheval, il y a votre femme qui crée, on peut dire, un haras. Combien de chevaux vous avez maintenant ? Alors nous, on n'en a pas beaucoup, mais c'est à la société. Et on a sur place en ce moment, on a entre 40 et puis on monte à 50, 60 chevaux en saison comme actuellement. Puisqu'on est en saison d'insémination et de suivi des juments. D'accord, donc c'est des chevaux que vous avez en pension, non ? En partie en pension, en partie une activité de dressage qu'on fait, de chevaux de dressage, et puis en partie aussi des éleveurs qui ont des chevaux qui nous confient en fait. Alors votre femme se fait écraser l'épaule par un coup de cheval, je pense. Il lui donne, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle se fait écraser l'épaule et tout démarre là, finalement. Oui, c'est ça. Il y a eu un accident. En fait, elle sortait du marcheur et puis le cheval qui était assez, c'est un étalon qui est assez, toujours le même d'ailleurs, qui est assez jovial avec les juments. Était assez poussant, etc. Et il a bousculé, il lui a marché sur l'épaule. Et donc elle s'est fait assez mal. Et on a eu pas mal de soucis avec cette épaule pendant une période parce qu'on l'a sollicité beaucoup, un cheval, et puis aussi pour s'occuper, faire les soins des chevaux. Et jusqu'à un moment où ça devenait très douloureux et on a essayé de trouver différentes solutions. On est passé par la médecine moderne, mais qui nous demandait d'ouvrir pour voir ce qu'il y avait parce qu'ils ne trouvaient rien en radio ou en IRM. Et ça me paraissait assez pas une démarche qui me paraissait normale d'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et on n'a pas trop aimé l'idée, mais on a essayé de trouver d'autres alternatives. Et une des alternatives, c'était ce qu'on
la personne qu'on appelle Madame Champignon sur le marché à Saumur. C'est son vrai nom? Non, c'est Laurence, son vrai nom, mais elle a des champignons qu'elle cultive et qu'elle fait ça avec amour et qu'elle vend sur les marchés, dont le marché de Saumur. Des champignons hallucinogènes? Non. Non, des vrais champignons, des champignons de Paris. Hein. D'accord. Saumur est connu pour les champignons, mais elle a repris cette activité et elle nous a conseillé une fois d'aller voir une personne qui habitait vraiment pas loin de chez nous, qu'on ne connaissait pas du tout, mais a priori il y a des gens un peu de partout qui viennent de France le voir pour se faire soigner. Bon, là je pense qu'il a commencé à prendre sa retraite parce qu'il voit de moins en moins de monde, mais une personne qui était assez active à l'époque. C'est un rebouteux. Alors conjureur, je dirais. Conjureur. Oui, peut-être rebouteux aussi un peu, mais principalement conjureur, c'est-à-dire que c'était plus par des prières. Position de main et prière, en mettant les mains. Voilà. Donc vous allez chez ce monsieur avec votre femme qui a son épaule un peu écrasée, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça allait beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Vous étiez là quand il a fait le soin? Oui, j'étais avec elle, et il lui a mis les mains à différents endroits, sur le dos, au niveau de l'épaule, et puis au niveau des omoplates. Et à chaque fois, on le voyait, les yeux fermés, en train de dire des choses qu'on entendait à demi-mot, hein, vraiment des chuchotements, et puis on voyait à chaque fois qu'il faisait des petits signes de croix là où il sentait des choses, il répétait 3 petits signes de croix, et il repartait, il ressentait, il refaisait ça. C'était très rapide, hein, ça a duré... Ouais, j'allais vous poser la question de savoir combien de temps ça allait durer. Oui, 5 minutes. 5 minutes maximum, ouais. Et votre femme, après, elle vous a dit ce qu'elle avait ressenti? Non? Comment? Elle vous a rien dit? Oui, elle m'avait dit que elle avait ressenti des picotements à l'intérieur, en fait. Mmh. Voilà. Donc, il lui met les mains dessus, il marmonne, on ne sait trop quelle incantation. Et qu'est-ce qui se passe après pour votre femme? On a une petite conversation entre gens qui habitaient Varennes-sur-Loire, hein, tout simplement, en lui disant, on a des chevaux, si vous voulez, il aime bien les chevaux, donc ça l'a intéressé. En plus, sa petite fille habitait juste à côté, il nous a proposé de venir nous voir, nous dire bonjour. Voilà. Et il est passé peut-être 2 ou 3 semaines après. On a bu quelques verres de rosé. Ça s'est bien passé. Il est allé voir des chevaux. Il y avait un cheval d'ailleurs qui avait une lymphangite, une espèce de gonflement assez important au niveau d'un des pieds. Il a mis ses mains dessus et de suite ça a commencé à toujours la même chose en faisant ses prières et ses croix. Et on voyait que la patte du cheval commençait à goûter. C'est-à-dire on voyait vraiment comme si de l'eau sortait et commençait à goûter. Donc c'était assez impressionnant. Donc moi j'étais assez dubitatif. Ma femme, au bout de 3 semaines, allait beaucoup mieux au niveau de son épaule, donc on a vu les effets. Et assez rapidement, hein, dans les quelques jours, ça allait beaucoup mieux. Et puis on lui a fait part de ça, et juste avant de sortir de la porte de la maison, au niveau de la cuisine, il me dit, Laurent, tu sais, je le dis pas à beaucoup de gens, mais t'as le même don que le mien. Et moi, intérieurement, j'ai rigolé, hein, je me suis dit, c'est bien gentil, mais si il y a eu un effet placebo sur ma femme, et tant mieux, je suis content. Si ça marchait avec le cheval, pas mal, mais moi non, quoi. C'est pas possible. Alors, je suis trop cartésien. Alors comment il a pu le sentir? Parce que moi je me pose la question de savoir s'il n'avait pas envie de vous transmettre le don quelque part, parce que comme vous le dites, c'est un monsieur qui va prendre sa retraite, donc il faut qu'il passe le nom. Comment il a pu sentir que vous aviez un don vous aussi? Il l'a senti, aucune idée, parce que de manière assez directe, moi je pensais très simplement, si mes chevaux ils ont des verrues, je vais pas faire appel au magnétiseur, le marabout, hein, pour être même un peu au marabout du coin qui va mettre ses mains, je lui donne ce qu'il faut et puis les verrues partiront, quoi. Donc je sais pas ce qu'il a pu ressentir, je sais pas comment il a pu identifier quelque chose qui est en moi. Je pense que tout simplement il allait un peu au-delà du personnage, hein, un peu au-delà de ce qu'on montre, et il a vu peut-être quelque chose que les personnes qui passent au-delà de ces personnages qu'on forme peuvent voir des choses un peu plus profondes sur les personnes, quoi. Alors vous l'avez revu parce qu'il vous a donné quand même des prières. Je l'ai pas revu après, en fait. Moi je serais vous, j'irais voir, parce que je serais très curieuse de savoir pourquoi d'un seul coup il s'en est pris à vous comme ça. Enfin bon, il vous a passé le dos. La semaine suivante, il a déposé des papiers, parce qu'il me dit je déposerai des papiers, tu verras, ce sont des prières.
Il faudra les répéter selon les cas. Et puis, voilà, c'est ma femme qui les a eus, en fait. Moi, j'étais pas là. Ah, vous étiez pas là. Non, est-ce que c'était les trucs de l'abbé Julio? Non, c'était pas les livres. C'était des papiers, des prières. Non, c'était pas de l'abbé. C'était qu'on peut trouver sur Internet. Prier Saint-Laurent pour le feu. Prier les prières qu'on peut voir sur les couleurs, sur le Judas, sur différentes choses qui sont utilisées en termes de saints en fonction des différentes pathologies qu'on va avoir. Et donc c'était manuscrit, non? C'était photocopié de feuilles qu'il a dû faire lui-même, parce que c'était son écriture, donc il a dû les écrire. Ok. Et c'était deux photocopies en fait. Donc bon, il vous dit Laurent, t'as un don, et puis après il vous dépose pas anonymement, mais quand vous n'êtes pas là, ces feuilles de prière. Et quelque temps, vous avez un étalon. Est-ce que c'était le premier là, celui dont on parlait en début d'émission, ce qui a des coliques? Exactement, c'est exactement celui-là. Comment il s'appelle? Rilke. R-I-L-K-E. Comme Rilke Rainer Maria, ouais. Le nom de poète assez connu, allemand. Et Rilke, il était entrappé. Alors c'est une colique assez spéciale qui fait que en fait, le gros côlon vient se mettre entre la rate et le rein et ça bloque. Voilà, c'est quelque chose qui est très fonctionnel, qui est connu des gens chez les chevaux parce qu'on n'aime pas du tout ça, parce qu'en général, c'est assez létal, c'est assez problématique pour les chevaux. Donc on a fait venir la vétérinaire qui nous a dit l'état du cheval, il faut l'amener en clinique. En clinique, c'est au Mans pour nous. La clinique qui est la plus efficace, c'était le Mans pour opérer. Parce que il y a de fortes chances qu'il faut opérer dans ce cas. Et si on n'opère pas assez rapidement, ça nécrose et le cheval engage son pronostic vital très rapidement. Enfin, le cheval engage son pronostic. Donc on est allé à la clinique, on a le vétérinaire a fait des vérifications, il était bien entrappé, et puis on a essayé de le rouler, mais ça marchait pas. Le rouler, c'est vraiment le faire mécaniquement, en le faisant aller sur le dos, mais ça marchait pas. Donc tout simplement, il était décidé de l'opérer. Et pour l'opérer, c'est très simple, il faut le raser à l'endroit où on va l'opérer, et puis après on le met sur un treuil, on le ramène en salle d'opération pour l'opérer, et défaire ce blocage qui existe. Donc on lui ouvre le ventre. Et on lui ouvre le ventre, on sait à peu près où est l'entrappement, et puis en fait, mécaniquement, on désentrappe, et puis surtout, on essaye de faire passer, s'il y a un problème autre, on l'identifie, on change, mais surtout, on essaye de faire passer le crottin qui s'est accumulé, aussi, de telle manière à ce que il n'y ait pas d'autres problématiques, et puis on essaye de faire ça dans un délai assez rapidement pour pas qu'il y ait de conséquences pour le cheval sur l'opération, quoi. Et là, votre femme vous dit... Et là, ma femme me dit, Laurent, essaye. C'est le moment. Voilà, fais-le. Et moi, je lui dis, mais quoi? Fais ce qu'il t'a dit. Et en fait, alors, j'avais quand même appris la plus petite, elle était très simple. Est-ce que vous pouvez nous la dire? Parce que vous devez la connaître par cœur, non? C'était Sainte Barbe, Sainte Fleur, par la puissance de la croix de notre Seigneur, à chaque fois que je vous invoque, aucun mal ne me résistera. Oui, c'est vrai qu'elle est assez courte. Je pense que c'est quelque chose qui est assez commun, qui se trouve un peu partout. Et ça faisait 2 lignes. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant de la dire parce que je l'ai toujours pensé, mais je l'ai jamais formulé à voix haute. Ah, ça prend encore plus de force. Mais il ne faut pas le dire trop fort parce que votre guérisseur, là, votre monsieur du départ, là, il le disait tout bas. Donc. Oui, mais je pense que, alors ça, c'est des croyances. On en reviendra, on en reparlera justement de ça. Je pense que. Et on en rediscutera justement on en discutera côté guérison, du côté don et du côté... Donc on est avec le cheval là, qui va pas bien. Il y a le vétérinaire qui est prêt à l'opérer. Est-ce qu'il a déjà été rasé? Il est avec le rasoir. Il arrive avec le rasoir. Il y a votre femme qui vous dit essaye. Le téléphone sonne. Le vétérinaire part parce qu'il y a un cheval qui doit arriver. Il trouvait pas son chemin. Un autre étalon justement. Et donc quand le vétérinaire part, ma femme dit vas-y mets tes mains. Je mets mes mains. Et là... j'ai du mal à l'expliquer vraiment. Vous sentez de la chaleur quand même. On sent la chaleur, mais surtout il y a une espèce de communication qui s'établit. Je ne sais pas si c'est mes mains qui chauffent, je ne sais pas si c'est le cheval qui chauffe, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait
la séparation entre le cheval et moi qui n'existe plus au moment du toucher, quoi. On a la sensation que la chaleur est diffuse, elle est commune, quoi. Et vous faites la prière? Et je répète 5 ou 6 fois, ou peut-être 7 fois cette prière, de manière... Avec le cœur. Oui, je pense que c'est avec le cœur, et puis surtout dans l'envie que ce cheval aille bien, quoi. Parce que c'était quand même quelque chose c'était quand même un cheval auquel on est toujours très attaché. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, j'arrête parce que j'ai chaud. Ah, vous avez chaud. Oui, j'ai assez chaud. Ouais. J'enlève les mains, et puis, voilà, le cheval, il est debout, il se passe rien. Et puis, les personnes qui cherchaient le chemin, ont trouvé le chemin, elles arrivent avec leur cheval, donc passent devant le box où l'autre cheval était. Et là, Rilke, notre étalon, se met tout simplement à se comporter comme un étalon, c'est-à-dire qu'il commence à racler, à se coller au barreau, à souffler, parce qu'il voyait un autre étalon passer, et puis il se mettait en mode voilà, c'est moi le dominant, tu arrives chez moi, etc. etc. Alors que 10 minutes avant, il était prêt à se jeter contre les... On aurait passé une jument en chaleur en face de son nez, il n'aurait pas réagi, quoi. Oui, parce qu'il était vraiment en douleur. Il était pas bien, il était pas bien. Alors, donc, surpris. Donc le vétérinaire s'occupe de l'autre cheval, je crois, avant. Surtout le vétérinaire nous lance un regard à ce moment-là, quand le cheval passe. Il accueille l'autre cheval, il met avec les personnes, il fait les papiers assez rapidement d'ailleurs, ça a dû durer 5-10 minutes. Il revient nous voir avec son rasoir à nouveau. Et puis là on se regarde, on se dit mais a priori il a plus mal, quoi. Et le vétérinaire dit on va attendre, et puis on va voir à nouveau, mais il faut pas traîner parce que s'il est toujours entrappé, et puis le cheval passe du crottin, donc ça veut dire que il se libère. Il se libère, voilà, c'est que c'est en train de fonctionner. Sachant que quand les vétérinaires le fouillent, à chaque fois ils enlèvent le crottin qui est dans le rectum, donc il n'y en a plus normalement. Donc ça prouve que a priori du crottin est passé. Donc on lui dit, donc il dit ça c'est bon signe, et puis une demi-heure ou 1 heure après, il le refouille et est toujours entrappé. Mais sans symptômes, c'est-à-dire qu'il sent que c'est beaucoup moins dur, c'est comme si le crottin passait alors que l'entrappement est toujours là. Donc, on continue à suivre le cheval, et 3h du matin, on rentre à la maison, parce qu'on a les chevaux ensuite à gérer à la maison le lendemain matin avec les enfants. À 7h, il faut les amener à l'école. J'ai les personnes au téléphone en me disant, voilà, le cheval va bien, il est toujours entrappé, mais il n'y a plus cette sensation de dureté, l'entrappement est beaucoup plus faible, mais on sent toujours qu'il y a un entrappement. Je vais tout simplement là-bas, suite à m'être occupé de mes chevaux sur place, je vais retourner au banc, je le longe un petit peu et on le vérifie à nouveau, il est plus entrappé. En fait, c'est comme si... il s'était guéri tout seul. C'est ça, c'est comme si... en fait, le processus était inversé et petit à petit, tout s'est inversé. En fait. Parce que le fait de bouger, peut-être de gamander un peu, ça lui a remis tout ça à sa place. De bouger, souvent, c'est exactement ce qu'on fait pour le rouler. En fait, on essaye de faire le mouvement inverse. Sauf que là, c'est comme si lui l'avait réalisé lui-même, en fait. Et que, en fait, toute la douleur, parce que c'est extrêmement douloureux, et toute la douleur et toutes les symptômes, en fait, avaient disparu, alors que pourtant, la cause était toujours là, mais la cause, petit à petit, en fait, s'en allait, quoi. Bon, après, on va voir ce qui se passe. On va faire une première pause musicale et on verra après ce qui vous arrive. Parce que c'est quand même pas banal, un jour, d'avoir quelqu'un qui vous dise « t'as le don, je te donne des prières », et que finalement, il se passe tout ce qui s'est passé. On verra la suite juste après. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, c'est la deuxième partie de cette Au-delà du miroir, toujours avec Laurent Guérison. On vient d'entendre un Francisley un peu rapide. Laurent, vous êtes toujours là ?
Bien sûr. Bon. J'ai l'impression d'être en plein galop avec cette... Avec cette musique, ah bah c'est bien, vous avez eu le retour, parce que d'habitude, ouais, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ça. D'ailleurs, on va galoper là, parce que une fois que le cheval finalement se remet debout, on peut dire, il vous arrive un tas de trucs. C'est comme si on vous envoyait d'autres personnes. Ça commence par la famille en général, donc là, ça a commencé par la famille, avec un membre de la famille qui a un ulcère à la cheville. Alors c'est un ami. Un ami. Un ami de mes parents qui avait un ulcère depuis 4 mois, là, une espèce de... Je vais faire, 3 centimètres, une espèce de cercle de 3 ou 4 centimètres à peu près, assez large. Hein. Mais un ulcère, c'est quand la peau, elle se reforme pas, en fait. Et c'est assez... Enfin, il y a une infirmière qui passait 3 fois par jour, etc. Donc mes parents m'ont dit, si tu peux faire quelque chose maintenant que tu nous as expliqué, peut-être soit ça peut marcher sur les humains, etc. Je dis, oui, pourquoi pas, enfin on peut essayer, mais voilà, j'y croyais pas trop. j'ai mis pas mal de temps à pouvoir le comprendre, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez passé les mains au-dessus? J'ai passé les mains. Et puis, ça a chauffé encore? Ça a chauffé, j'ai refait mes prières, etc. Et puis ça a chauffé, et puis ça chauffait, et puis tout d'un coup c'est devenu froid. Alors j'ai retiré les mains, et quand je retirais la main, j'ai senti que ça chauffait à un autre endroit. Alors j'ai laissé, tant que ça chauffait, je me suis dit tant que ça chauffe, c'est que ça doit être un signe. Et puis après j'ai retiré complètement les mains, et puis ça a dû durer, ça a duré peut-être plus, ça a peut-être duré 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Et puis une semaine après, il me dit, qu'est-ce que je t'offre? Est-ce que tu veux une bouteille de champagne? Parce que j'ai ma croûte, au bout de 2-3 jours, elle a séché, et puis c'est en train de partir, et la peau, elle est prête dessous, quoi. Donc j'étais assez surpris, quoi. Ça a été très rapide, en fait. Voilà. Et son ulcère, en une semaine, voilà. Et surtout, il souffrait plus, parce que c'est... Alors, je ne connais pas ses souffrances, mais il paraît que c'est très douloureux. Les nuits, quand on s'allonge, des choses comme ça. Oui, et puis c'est surtout dangereux, un ulcère, parce que ça peut s'infecter, ça peut gangréner. Oui, ça, en fait, il refaisait des pansements le matin, le midi et le soir, avec... voilà. C'est la chair à vif, en fait. Ouais. Alors, après cet ulcère, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui est venu vers vous? Vous dites des zonas, des... Oui, enfin, il y a eu plein de choses. Il y a eu... des chevilles tordues, des zonas, des épaules, des doigts tordus, des problèmes de coudes, c'était très mécanique, en fait. J'ai eu plein de choses mécaniques, et puis il y a eu aussi tout ce qui était peau, c'est-à-dire des problèmes d'eczéma. J'ai une personne, je me rappelle très bien, qui est arrivée, d'ailleurs, moi ça m'a fait un roux le ventre. Si on reçoit les gens, on ne sait pas quoi s'attendre du tout, et là, en 4-5 jours, en fait, elle avait ses doigts qui étaient purulents, quoi. Et ses pieds aussi. C'est-à-dire que c'est comme si en 4-5 jours, il y avait un eczéma purulent des 2 mains et des pieds, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin, je vais bien aider, je vais bien essayer, mais voilà. Et je passais 20 minutes, une demi-heure, presque 20 minutes. Elle est repartie, et puis 2-3 jours après, elle m'a dit, ça sèche, tout va bien, ça va de mieux en mieux, et puis c'était parti ensuite. Donc je voyais que ça avait bien un effet. Est-ce qu'il y a des fois où ça marche pas? Je sais pas. Les gens vous le disent pas? Bon, je pense que oui. Je pense qu'il y a des fois où ça marche pas. Mais que ça marche ou que ça marche pas, souvent on le sait pas, en fait. Ouais. C'est assez rare qu'on le sache quand ça marche, et c'est assez rare qu'on le sache quand ça marche pas, en fait. Le fait que vous ayez plus de monde qui viennent, c'est que ça marche. Il y a de grandes chances. Alors, de fil en aiguille, oui. Après, il y a des gens qui disent oui, mais alors c'est madame qui m'a dit qu'il fallait devoir parce que tu soignes ça. Je dis oui, ok. Et puis, et donc la personne, et puis la plupart du temps, la personne, je me rappelle pas forcément de qui c'est, en fait. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que là, vous dites qu'il y a une personne qui est venue vous voir, qui dit à un autre, tu peux aller voir Laurent Guérison parce que finalement, cet homme-là, il m'a soigné, mais c'est pas parce qu'il a soigné une que vous allez réussir à soigner l'autre. Il faut que les gens, c'est pas qu'il faut qu'ils y croient, c'est qu'il faut qu'ils soient quand même un peu ouverts à ce genre de méthode, surtout que vous n'allez pas chercher la cause, vous leur racontez pas d'histoire, vous leur dites pas qu'est-ce que vous faites dans votre vie, enfin, vous parlez pas. Au
début, non. C'est vrai qu'au début, je m'attelle vraiment uniquement sur le symptôme, en fait. Ou la conséquence, ou on va dire, la représentation physique, on va dire, quand la personne vient me voir, elle a mal, ou elle a un problème identifié, et je m'attelle à ce problème, en fait. C'est vraiment purement la partie symptomatique, en fait. Et oui, je lui parlais pas tellement, c'est vrai. Je lui demandais pas grand-chose, en fait, de qui elle était, quel était le problème, etc. Alors quand les gens voulaient parler, je laissais un peu parler au début, mais bien souvent, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'était plutôt de mettre les mains et de ressentir. Donc c'est pas dans le mental. Alors ça, on pourra en parler après. Mais dès le départ, c'était pas dans le mental, parce que après vous vous êtes rendu compte justement que c'était pas dans le mental. Mais peut-être, oui, peut-être. Enfin, c'est-à-dire que le mental, il y a quand même deux parties importantes. Il y a le conscient et l'inconscient. Et que souvent, quand on dit c'est pas dans le mental, on parle du conscient. Alors que 99% de notre vie, c'est fait d'inconscient, en fait. Donc, souvent, moi, j'ai tendance à associer maintenant le mental au conscient et l'inconscient. Donc, j'aurais tendance à dire, dans le mental, c'est pas fait de manière consciente, et d'ailleurs, c'est fait de manière totalement inconsciente, ouais. Ça, c'est sûr. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte, justement, que vous pouviez faire du soin à distance et du rééquilibrage du corps physique? À quel moment vous vous êtes rendu compte que les gens, ils étaient tordus? Mais je dis ça en rigolant, hein. Qu'ils étaient vrillés, tordus. Alors, à quel moment ça a basculé chez vous? En fait, c'est un ostéopathe pour hommes et équins que ma femme est allée voir, que ma sœur connaissait du Mans, qui lui parlait. Alors comment il appelait ça déjà? Il parlait pas de rééquilibrage, mais il remettait le bassin droit, en fait. Et souvent, certaines problématiques de dos ou problématiques au niveau des chevaux, entre autres, se réparaient. Et ce qui était assez surprenant, c'est que il n'était pas du tout... c'était une approche fluidique, il disait. Voilà. C'était un vrai ostéopathe, c'est-à-dire que c'était pas un vrai ostéopathe, oui, tout à fait, oui. C'était pas un chiropracteur, il touchait juste du bout des doigts, c'est ça? C'est un ostéopathe fluidique, alors c'est-à-dire qu'il manipulait pas du tout le corps en faisant des torsions, etc. Ah, mais ça, les ostéopathes, en général, ils vous tordent pas trop, hein, c'est les chiropracteurs. Oui, souvent l'ostéopathie, quand on pense à un ostéopathe, on se dit, tiens, il va me tordre d'un côté et puis il va faire péter les vertèbres. Non, ça n'avait rien à voir, c'était vraiment une ostéopathie fluidique, ça veut dire, il posait sa main, le bout de ses doigts presque, il ressentait des choses, il disait, voilà, etc. Il était venu soigner des chevaux pour faire des tests et puis faire des photos pour son livre, donc on s'est rapproché un peu. Et cette personne m'a dit qu'il avait travaillé avec des magnétiseurs et que, en fait, c'était complètement proche. C'est-à-dire que son approche, in fine, de l'ostéopathie fluidique était très proche de celle des ressentis chaleur ou froid avec les mains, etc. Et comme j'étais en plein dedans, je me dis, tiens, ça c'est bizarre quand même. Il faudrait que j'essaye, savoir si c'est possible ou pas. Et en fait, ça a très bien fonctionné et assez rapidement. Et surtout, j'ai vu que c'était décalage, c'était pas le bassin, mais c'était la colonne, le corps, les épaules, le crâne, c'était partout dans le corps. Et surtout que je pouvais avoir un moyen d'agir dessus à travers une approche magnétique presque, c'est-à-dire en approchant les mains, en touchant, en manipulant légèrement ou en demandant à la personne de faire un mouvement, et puis ça permettait d'inscrire dans son corps un changement en fait. Et, oui. Donc vous posez vraiment les mains sur les gens, c'est pas à distance. Enfin, je veux dire, c'est pas... toute cette partie pendant... alors au début... il y avait toute une partie qui était uniquement, j'allais dire, presque du reboutage. Hein. C'est-à-dire que je suis passé de mettre les mains et de faire les prières à une partie aussi qui était un peu reboutage. Ça, c'était un souvenir d'enfance. Je me suis connecté à un souvenir d'enfance quand j'étais enfant. Il y avait Madame Mistre, qui était à Gardanne, qui m'avait remis une cheville.
Mm. Et je me rappelais très bien de cette personne parce qu'elle manipulait, elle faisait sauter les tendons, les choses à l'intérieur de la cheville, etc. Et j'étais bien tordu au niveau de la cheville et je repartais en marchant. Après, j'ai fait cette partie fluidique, on va dire, après la partie énergétique. Après, je me suis intéressé à différentes choses et à chaque fois en fait, que je m'intéressais à une chose, en fait, une personne venait avec une problématique. Oui. C'est comme si ça me nourrissait en permanence. C'est assez surprenant. Pendant quasiment 5 ans, en fait, je me suis nourri. Et les gens venaient... alors, les pathologies, par exemple, de cheville, j'en avais plus pendant 2 ou 3 ans. Oui, c'est-à-dire une fois que vous aviez compris le truc, on vous faisait passer à autre chose. Oui, c'est comme si l'univers me présentait, en fait, des choses à résoudre, des problèmes. Et puis, comme quand on est en 6e, c'est pas le même exercice qu'on a quand on est en terminale, quoi. Et là, vous en êtes où maintenant, alors? Maintenant, en 2017, vous êtes en phase terminale. Non, faut pas dire ce mot-là, c'est pas beau. C'est pas beau, la phase terminale. Non, il y a sûrement encore autre chose après, sinon ça s'arrête. Il y a toujours à découvrir. Et puis, surtout, c'est quand on approche et qu'on a une vision d'une chose avec un angle, il suffit de se décaler de 5 degrés et en voyant d'un autre angle, on voit les choses d'une autre approche. Donc, c'est le corps est le corps, l'esprit, la connexion entre le mental, le corps et l'esprit est quelque chose de tellement fabuleux que de toute façon, on n'en fera jamais le tour, je pense. Mais en tout cas, extrêmement intéressant à travailler parce qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, à chaque fois qu'on peut s'approcher de nouveaux problèmes, on peut trouver des nouvelles solutions, quoi. Le tout, c'est de rester curieux et parce que si vous, voilà, c'est le problème. Le problème, c'est que si c'est toujours le même zona ou la même cheville, on a l'impression de devenir des ouvriers quelque part. Enfin, je veux dire, c'est des techniques et il y a peut-être que le cœur n'y est plus autant que quand on donne au départ. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Très très bien, et même je vais rebondir par rapport à ce que vous dites, Joël. Ce qui m'intéresse, en fait, alors j'ai fait une discussion avec une personne qui était très intéressée par le quantique, c'était une psychologue, et qui essayait de me chercher un peu dans mes retranchements. Une amie que je connaissais bien, qui est de Saumur, et qui me poussait dans mes retranchements en disant oui, mais alors, etc., et qui me poussait, jusqu'à la fin où j'ai dit, bon, on dit que c'est des techniques, mais en fait c'est nous qui créons les techniques. En soi, ce ne sont pas des techniques. Ce qu'on cherche, c'est que la personne se guérisse. D'ailleurs, souvent, on n'est pas guérisseur, c'est la personne qui se guérit elle-même, comme le cheval, comme on a parlé au début. Nous, on est là pour créer quelque chose qui fasse que la personne puisse se guérir. Voilà. Oui, mais ça devient une technique, c'est-à-dire quand vous vous rendez compte que ça a marché, vous l'appliquez sur les autres après, il y a de grandes chances que ça marche. Oui, mais justement, l'intérêt de la technique, c'est d'oublier. C'est-à-dire que le moment où on a compris qu'on peut faire quelque chose, ça c'est acquis. Donc, ce qui est bien, c'est que cette technique, alors justement, on va parler justement de la transition entre la partie technique et la partie intentionnelle après. C'est vraiment de là que vient le changement, et par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, quelle est la transition, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment donné où en fait j'ai compris, donc à travers la discussion avec cette dame dont je vous parlais, qu'en fait j'étais ce soleil. C'est-à-dire que ça ne servait à rien d'aller chercher la lumière à l'extérieur. Oui, vous avez rayonné, c'est ce que vous dites, vous rayonnez. Voilà, j'étais ce soleil, c'était moi. C'est-à-dire, j'étais cette source d'amour, c'était moi qui, moi dans le sens profond, pas le petit moi, mais c'était moi qui était cette lumière et que je pouvais la donner de manière infinie, puisque de toute façon, elle est infinie. Ouais. Est-ce que c'est cette chaleur justement qui était dans les mains? Je pense que la chaleur, c'est une réaction. Il y a des magnétiseurs qui ont les mains froides et qui ont les mains moites. C'est une réaction physiologique en fonction des personnes, des ressentis. À la même situation, deux personnes, par exemple un accident, deux personnes vont réagir de manière totalement différente à ce qu'ils ont vu. C'est pas parce que l'accident lui-même est différent, c'est parce que elle le pense, elle le ressent différemment. Et de la même manière, à travers toute notre expérience qu'on a, à travers notre corps de cette réalité, dépend de la manière dont on pense, elle le ressent. Donc ça peut varier, on peut l'exprimer de manière très différente. Et c'est pas parce qu'une personne ne ressent rien qu'elle n'a pas réagi pour autant. Hein. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de vérité en soi. Après, on peut développer, si quelqu'un vous dit, voilà, tu vas ressentir le chaud, et à force, tu vas le ressentir, parce que tu appliques une technique. C'est pas en soi le fait d'appliquer cette technique qui va faire que le chaud va faire du bien. Par contre, si l'intention y est,
Et je vais revenir d'ailleurs sur cette histoire d'intention. Si l'intention y est de faire du bien, de toute façon, on peut ressentir du chaud, du froid ou rien, et de toute façon, l'intention peut passer. Ok, on va faire la dernière pause musicale et on se retrouve vraiment après. Parfait. C'est parti. Dernière partie de cet au-delà du miroir avec Laurent Guérison de Saumur ou des alentours de Saumur. Alors, vous êtes rendu compte, Laurent, qu'il y avait quelque chose qui rayonnait en vous et vous dites que l'important, c'est ces trois choses, c'est l'intention dans l'instant présent et dans l'amour. D'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs qui ont Internet de taper Laurent Guérison sur YouTube et il y a des vidéos de vous, donc ils retrouveront tout ça. Ils vous verront aussi, c'est intéressant, ils verront vos chevaux. Alors, l'important c'est l'intention dans l'instant présent et dans l'amour. Oui, à 100%. Alors, je vais partir du soin de rééquilibrage pour expliquer, oui. Si je peux. Les gens viennent me voir maintenant pour différents mots. Et souvent, je rééquilibre d'abord le corps, à la base, avant de travailler sur, après, les problématiques qu'ils ont, si elles existent encore. J'ai remarqué qu'une bonne partie des mal de dos, mal à la nuque, problèmes de cou, problèmes etc., de problèmes énergétiques, de peur, etc., alors, s'incarner dans le corps à travers un corps qui était tordu. Hein. Et que, tout simplement, en le remettant droit, alors ça paraît un peu fou ce que je dis, mais j'arrive, au début je le faisais physiquement, hein, à travers le contact avec les mains ou le magnétisme, et maintenant je peux le faire par l'intention. Donc, il n'y a plus du tout de volonté en fait de se connecter au corps ou au problème, de se connecter même au mental, hein, c'est-à-dire à la manière dont la personne pense, mais d'aller directement à la personne, à l'essence de la personne, à cette énergie. Alors, dans la culture judéo-chrétienne, on appelle ça l'esprit. Dans plein d'autres cultures, ça existe, le prana, le chi, enfin, cette source d'énergie qu'on est. Voilà. Moi, je l'identifie visuellement par une lumière quand je me connecte aux gens à distance, ou même sur place. Hein, je ferme les yeux, j'ai une lumière, paf, et voilà, je sais que c'est la personne instantanément, peu importe son personnage, en fait. Et je me connecte à cette lumière et je pose. Donc, mon intention, c'est quoi une intention ? C'est une pensée, une émotion, ou des pensées, des émotions qu'on associe. Donc, c'est ça l'intention. On peut appeler ça la foi, on peut appeler ça la prière aussi. Hein. C'est à peu près la même chose, tout ça. On le pose dans l'instant. Dans l'instant, ça veut dire quoi ? Hors du temps. Hein, le temps est une création. On sait maintenant, à peu près, même si on vit dans le temps et qu'on le voit à travers nos yeux, etc., et qu'on le réalise partout, le temps est une création mentale. L'instant, c'est le temps du instant. L'instant, c'est comme ce qu'on est, nous, c'est-à-dire qu'on est une parcelle de Saint-Infini et on est infini. L'instant, c'est ça. C'est l'un dans le temps. L'instant. Alors, c'est l'un dans l'infini. D'accord. Alors, vous mettez dans l'instant... À la fois le 1 et à la fois l'infini. Voilà, c'est comme le point qui est infini, quoi. Ok. Vous vous mettez dans l'instant et dans l'amour. Et l'amour, c'est cette énergie dont je parlais juste avant. Hein. Il n'y a qu'une énergie dans ce monde. Si petit à petit, on arrive à... Alors, c'est ce que dit très bien Nassim Haramein. Hein. Il faut se renseigner un peu, c'est très intéressant. Dans un centimètre carré d'espace, il y a plus d'énergie que dans l'ensemble de la matière qui existe dans l'univers. Alors cet amour, vous allez l'appuyer où pour que ça rayonne comme ça ? On est fait de cet amour. Ouais, je sais, mais moi j'ai la réponse, mais vous allez le puiser où cet amour finalement ? Vous le dites dans votre vidéo, pour que ça rayonne comme ça, que ça ressemble à un soleil. Le cœur, c'est toujours au cœur. Hein. C'est dans le cœur, oui. Ouais, tout est toujours... l'instant est toujours dans le cœur. C'est vraiment l'organe de l'instant, c'est le cœur. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement. Ceux qui veulent lire un peu, il y a des lectures intéressantes de Deepak Chopra, entre autres, qui montrent très bien ça. Il y a plusieurs personnes qui font la promotion de vivre dans l'instant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent surtout que c'est une université américaine, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Berkeley ou je ne sais plus laquelle, qui a fait des tests en montrant des photos
sur un ordinateur à des gens, alors des photos qui étaient menaçantes ou joyeuses, selon l'interprétation des gens. Et on voyait que le cœur réagissait, on sait que le cœur c'est un cerveau, que le cœur réagissait avant même que les yeux aient pu envoyer l'information au cerveau. Donc vraiment le cœur c'est l'organe de l'instant. C'est vraiment le cerveau de l'instant, voilà, si on peut l'appeler comme ça. Et je reviens à l'intention. Une fois qu'on a posé cette intention dans l'instant et dans l'amour, eh ben, l'esprit l'incarne. C'est-à-dire que le soi supérieur de la personne, si vous l'appelez ça comme ça, peu importe, mais l'esprit va incarner dans le corps cette réalité. Mm. Et la réalité de la personne va changer de manière instantanée. Et sans qu'elle s'en rende compte. Sans qu'elle le pense et qu'elle le ressente. C'est pas moi, elle qui l'a pensé, ressenti, c'est moi. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que c'est pas dans le mental. Voilà, c'est inconscient. C'est dans la partie inconsciente, on va dire. C'est l'esprit qui incarne une autre réalité, tout simplement en fait. Et comme nous, on a un inconscient qui est assez dominant, puisqu'on voit tout à peu près à partir de l'inconscient, et un conscient qui essaye de modifier légèrement en permanence cet inconscient, et ben quand on passe par l'esprit, on n'en a plus besoin en fait. Et là où c'est vraiment quantique, c'est que vous faites des soins à distance sans même voir la personne. Oui, il y a des choses marrantes, oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Alors, je peux ne pas voir la personne, ou alors si une personne regarde une personne, je peux la faire aussi. Ça m'est arrivé, c'est assez marrant. J'avais une amie au téléphone qui était au bon marché. Alors, quand je me connecte à l'esprit, je le vends toujours. Enfin, et de toute façon, quand c'est dans l'amour, la personne le réceptionne ou pas. Il n'y a pas d'obligation dans l'amour, il n'y a jamais d'obligation. On est libre dans l'amour. Donc quand je pose l'intention, la personne, elle l'incarne ou pas, elle a le choix. Pour l'instant, j'ai pas vu une personne qui l'a pas incarné, en tout cas. Ou un esprit qui l'a pas incarné. Ouais. Et elle regardait tout simplement un touriste japonais. Et elle m'a dit, il est tordu à droite, etc. Elle le voyait. Et je lui ai dit, ferme les yeux. Je lui ai dit, ouvre tes yeux. Et 10 secondes après, la personne était droite. Quoi. Mais le touriste, il n'était pas au courant. Et le touriste, je pense qu'il va revenir tous les 5 ans à cet endroit, à la boulangerie du Bon Coin, pour profiter des bonnes brioches qui lui ont procuré un plaisir et un bien-être à un instant donné. C'est la Madeleine de Proust pour lui. Non, je dis ça... Ouais, alors quand on dit que les gens sont tordus, c'est pas qu'ils sont tordus, vraiment tordus. Ils sont vrillés, c'est-à-dire qu'on a tous un œil un peu plus haut que l'autre, ou on a tous, voilà. On a un œil, on a une épaule plus basse, une épaule plus haute, on a une déformation de la colonne qui se tord, qui se vrille, on a le bassin qui est décalé, on a un pied plus long, un pied plus court, on a le visage qui avance à gauche ou à droite, on a une oreille qui avance, une oreille qui recule, on a une oreille plus basse, une oreille plus haute, etc., etc. Ça traverse tout le corps. Et tout ce qu'on voit à l'extérieur, évidemment, c'est la même chose à l'intérieur. Alors donc au niveau des organes, c'est exactement le même principe. La torsion. Donc vous regardez un peu, les différences de hauteur d'un côté et de l'autre. Et là, qu'est-ce que vous faites après ? Vous imaginez un corps qui soit harmonieux, rééquilibré. C'est la seule chose. Comment expliquer ce qu'on pense et ce qu'on ressent ? C'est toujours assez compliqué de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. On le pense, on le ressent, et voilà. La manière dont je crée l'intention, c'est de mettre dans un état d'amour, voilà. Et dans cet état d'amour, créer, la pensée de ce corps qui s'équilibre, qui se met droit, avec le bassin, la colonne, etc. Et puis d'associer l'émotion, c'est-à-dire qu'à la fois il faut associer la pensée elle-même et l'émotion. C'est un peu, il faut bien comprendre que l'intention, elle est vivante. C'est pas quelque chose. C'est comme quand on voit, j'en sais rien, un caillou. Le caillou, il a une forme, on le voit très bien, on comprend très bien, il a un fond. Chaque personne, quand j'ai dit caillou, a associé de manière inconsciente un fond. Le caillou, quand elle était gamine, qu'elle a trouvé à la plage, qu'elle garde depuis qu'elle est ou alors le caillou qu'elle a pris sur la tête parce qu'elle s'est fait lapider, et que les cailloux, tout d'un coup, ça n'a pas la même signification. Ou moi, par exemple, quand j'étais gamin, j'étais sur la Sainte-Victoire et je descendais les éboulis et les cailloux, j'adorais ça parce que j'ai l'impression de skier en godillant dedans. Et du coup, le caillou, qui paraît assez simple, a toute une vie derrière. C'est l'émotion qui incarne à l'intérieur de ce caillou, de cette notion, la vie. Et l'intention, c'est ça. C'est à la fois la partie intentionnelle de réaliser quelque chose et à la fois
l'émotion associée de libération, de bien-être, etc. C'est pour ça que, en soi, quand l'esprit l'incarne, c'est juste la conséquence. C'est-à-dire que ça a traversé, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça a traversé un peu toute la structure globale du corps. C'est-à-dire que la conséquence physique n'est que oui, et ça, l'équilibrage global, quoi. Ouais, et ça, vous donnez des informations aux personnes quand même. Hein. Si c'est plus bas d'un côté droit que de gauche, en haut ou en bas, il y a quand même des... Oui. Ouais, automatiquement, si je pense et je ressens et que j'incarne une autre réalité chez la personne, sa réalité, elle est bien due au fait qu'il pense et qu'il ressent comme ça. Et ça prouve que ses pensées, ses émotions, c'est pas lui, puisqu'il va incarner une autre réalité avec les miennes. Et d'ailleurs, c'est pas les miennes, c'est des émotions et des pensées que je capte. Hein. De la même façon pour lui, ça lui fait comprendre déjà qu'il n'est pas ses pensées, ses émotions. Donc c'est très facile de changer de pensée d'émotions, parce qu'on nous a toujours dit qu'on était notre mental. Et ben non, on peut le changer, et volontairement. Voilà. Et deuxième chose, ce qui est intéressant, c'est que parce qu'on pense et on ressent comme ça, que l'esprit incarne une réalité dans le corps. Et donc cette réalité qu'on voit dans le corps, eh ben, elle indique plein de choses sur la personne. Donc ça permet, en regardant un peu, alors je fais ça de manière assez schématique, hein, mais en regardant de quel côté la torsion existe, la puissance de la pensée ou de l'émotion chez la personne, à travers l'expression de son corps. Oui, mais ça, vous l'avez décrypté dans des livres ou ça vous est venu comme ça ? Non, pour l'instant, c'est dans ma petite tête. Peut-être un jour, il y aura... Bon, alors, vous donnez peut-être pas des séminaires, je sais pas comment on peut appeler ça aussi, des ateliers, Pour l'instant, je fais des rencontres. Des rencontres. Je fais exactement ce que je viens de dire. Alors déjà une personne pour montrer aux gens, hein, qu'ils ne soient pas surpris ce qui va leur arriver. Et puis après, je le fais à l'Assemblée, donc qui est 60, 100, 150 personnes ou 20 personnes. D'un coup, l'ensemble... Parce qu'on peut le faire aussi de manière ciblée, mais aussi de manière globale. Alors je me demandais si vous pourriez pas faire ça un peu comme... Il y a certaines personnes sur Internet qui font des soins comme ça, juste en regardant, je sais plus son nom, mais juste en regardant la caméra. Il y a des milliers de personnes qui se branchent dessus. Parce que c'est quand même assez... C'est quand même assez messianique, hein, votre soin. Je conseille vraiment aux gens de regarder les vidéos que vous avez mises. Donc, il y a quand même un côté un peu messianique, moi, qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire, cette façon de pas toucher les gens, mais d'envoyer une sorte d'énergie, on peut dire, de soleil. Donc, ce que je pensais, je me disais, est-ce que vous pourriez, puisque vous faites du soin à distance, faire une espèce de vidéo où les gens pourraient se brancher, je sais pas. Oui, alors ça... J'en ai parlé, la personne qui m'a fait une vidéo, j'en ai parlé, et je pense qu'on va essayer de faire une vidéo pour... Sans tomber dans le piège de l'ego, quoi, je veux dire, mais voilà. Oui, je sais, c'est toujours ça, voilà. C'est toujours ça la problématique, de pas nourrir mon ego ou celui des autres, d'essayer de trouver un juste milieu. Et je pense que ça pourrait fonctionner, je pense que ça pourrait vraiment aider des gens à distance. Alors, vous utilisez aussi la bouteille d'eau, hein, c'est-à-dire que vous informez de l'eau, même à distance. Donc, c'est vraiment une thérapie quantique, c'est-à-dire qui marche à un niveau qui est dans l'invisible, enfin, et cette bouteille d'eau, donc, elle prend les informations du soin. La vision qu'on a de ce monde est une vision qui est liée à nos sens. Et on a d'autres sens qui sont les sens de l'esprit, hein, qui sont tout aussi vrais que les sens du corps. Et ces sens qu'on utilise nous font croire d'une certaine réalité. On croit que c'est une réalité extérieure, sauf que c'est notre réalité. Hein. Tout ce qu'on voit n'est que... Alors, du coup, on a une influence sur cette réalité absolument énorme. On est vraiment les personnes qui créent notre réalité. Alors, ça, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui arrivent avec des choses assez bien détaillées et qui nous font comprendre ça. C'est pas mon rôle. Par contre, je sais que, par exemple, je peux informer des cailloux, je peux informer des objets, je peux informer... Alors, j'aime bien l'eau parce qu'on est quand même fait à 99,6% de molécules d'eau minérale, hein, c'est-à-dire de l'eau minéralisée, grosso modo. En termes de nombre de molécules, on est 70% de notre poids ou 60% dans ces eaux-là. Ça dépend de l'âge qu'on a, oui. Voilà, c'est ça. Mais en termes de nombre de molécules, en fait, on est... à 99,1% de molécules d'eau et 0,5% de minéraux. Donc on est de l'eau minérale. Donc l'eau, je trouve que c'est un très très bon support parce que Masaru Emoto l'a très bien montré à travers les intentions qu'on peut poser sur l'eau, que l'eau enregistre nos intentions. Il y a faut se renseigner un peu là-dessus, c'est très intéressant. Aussi la mémoire de l'eau
Monsieur Montagnier, là, qui a repris les travaux de Benveniste qui étaient un peu mis dans la boue, mais qui a remis ça et qui a quand même démontré des choses assez intéressantes sur la mémoire et la communication de l'eau. En fait, moi j'applique tout simplement cette idée-là. D'ailleurs, c'est à travers des vidéos que j'avais vues qui m'ont fait penser à ça, et j'ai testé, et ça a très bien marché dès le premier coup. Donc, j'ai vu que je pouvais le faire sur place, et puis après j'ai réussi à le faire à distance, et puis maintenant, en fait, j'informe l'eau de cet équilibre, de cette harmonie, et quand les gens boivent tout simplement une gorgée de cette eau, instantanément, ils ont le soin qui leur est fait, et ils incarnent dans leur esprit, à travers l'esprit, ils incarnent une nouvelle réalité physiologique. Et les tensions, les décalages qui existaient dans le corps n'existent plus, et c'est vérifiable. On peut le voir sur le crâne. Il y a quelque chose vraiment qui est marrant à faire, c'est de prendre les deux pointes des yeux au niveau des lobes des oreilles, là, au niveau du crâne, de voir la différence de hauteur en face d'une glace et de se regarder. Mais ça, on le voit sur vos vidéos, parce que là, il nous reste très très peu de temps. Alors, on vous retrouve sur YouTube, on vous retrouve sur Facebook, Laurent Guérison, et est-ce que vous voulez laisser un numéro de téléphone ou est-ce que vous laissez les gens vous chercher? J'ai un site, laurentguérison.com. D'accord. Pour prendre contact. J'évite de donner le téléphone, parce que comme je fais des soins par téléphone, souvent ça coupe les soins, donc je préfère que les gens me contactent dans un premier temps par le support, soit email, soit par le site internet, soit par... voilà, et s'ils peuvent pas, de toute façon, il y a aussi mes coordonnées email, il y a mes coordonnées contact sur laurentguérison.com, donc dans un premier contact, c'est plus facile de passer par là, ou même par Facebook. Et puis ensuite, je les contacte par téléphone pour prendre rendez-vous ou pour faire le soin. Alors, je serais très curieuse de savoir dans quelques temps comment vous allez comment ça va encore évoluer tout ça. Et moi aussi. Je vous remercie. C'est cette curiosité qui m'anime. Ouais, c'est ça. Mais tant que vous êtes curieux, il y aura quelque chose. Le jour où vous en aurez assez, il faudra vous poser des questions. Mais bon, pour l'instant, vous avez toujours la générosité du cœur. Je vous remercie, Laurent Guérison, comme la guérison. Merci beaucoup. Merci, Joël. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.